Au sommaire d'On refait le Mac, le MacBook Pro M5, premier Mac équipé de la nouvelle puce M5. Apple frappe-t-elle vraiment un grand coup? Design inchangé mais puissance en hausse, que vaut cette nouvelle génération? Face au MacBook Air M4, le M5 fait-il réellement mieux? Et face au MacBook Pro M4 Pro, mérite-t-il encore le titre Pro? Sans chargeur dans la boîte, sans Wi-Fi 7 ni OLED, Apple se montre-t-elle radine? Bref, faut-il craquer pour ce modèle ou miser sur un Mac reconditionné? Débat. Le Mac. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire avec comme invité en plateau cette semaine. Il s'agit bien sûr de notre fantastique, l'extraordinaire Laurent Pantanas. Bonjour Laurent. Continue, vas-y, envoie. Non, jetez pas la coupe pleine. Bonjour tout le monde, je suis très content d'être là. Non, ouais, c'est ça où il se fâche parce qu'on ne le valorise pas. Non, c'est que dans certaines émissions, tu me coupes la parole. Mais jamais. Voilà. Jamais. Donc, allez voir, on refait la F1 et vous verrez. Dès que j'ouvre la bouche, il me coupe. Mais non. En duplex, également l'exceptionnel, il se plaint. L'exceptionnel, le génialissime, le brillantissime Christophe De Graaf dans The Side Corporation. Mr. De Graaf, ça va? Ça va super, et toi? Mais écoute, ça va. Nous enregistrons. Nous faisons pas le pont, nous enregistrons le lundi 10 novembre et nous sommes tous au rendez-vous. Et puis en duplex également notre spécialiste des puces Apple Silicon, on va en parler beaucoup ce soir et notamment pour les bunch. Frédéric Crassa, salut Fred. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. J'apprécie que ça soit le 10 et pas le 11. Ben oui, et c'est toujours un plaisir. Un salut particulier aux membres du Club ORLM, vous savez c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes et en contrepartie, l'émission est accessible en avance, rien que pour vous, un minimum à 24 heures en avance. Et vous êtes invité ici au Village Baïséa à Paris à assister rue La Boétie aux coulisses des enregistrements. Toutes les infos, et c'est pas piquer des verres, croyez-moi, toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant le QR code. Allez, un mot au sujet de notre sponsor, Ugreen. Arrêtez de payer trop cher pour le stockage avec le Ugreen NAS DH2300. Faites plutôt des économies. Le Ugreen NAS DH2300 est la solution de stockage simple et abordable pour sauvegarder vos photos, vidéos et fichiers en toute sécurité et sans aucun abonnement mensuel. Son petit boîtier élégant accueille 2 disques SATA pour une capacité allant jusqu'à 60 Tera. Associez votre smartphone instantanément avec le NFC et profitez d'un accès aux fichiers sur vos téléphones, ordinateurs portables, et ce depuis n'importe quel endroit. Il se connecte même directement sur votre télé via une prise HDMI pour regarder vos films ou séries. Alors combien ça coûte? Le NAS nu sans disque dur est vendu au prix de 209,99 € sur Amazon. Mais profitez jusqu'au 19 novembre d'une remise de moins 10%, son tarif passant à 188,99 € seulement. Bref, le Ugreen NAS DH2300 est beaucoup plus économique qu'un abonnement iCloud. Si vous choisissez par exemple un forfait de 12 Tera, celui-ci est facturé 719,88 € par an, soit 2159,64 € pour 3 ans et 3599,4 € au bout de 5 ans, un tarif beaucoup plus élevé que le NAS de Ugreen affichant la même capacité. Si vous souhaitez en profiter, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo ou épinglé dans les commentaires. Vous pouvez aussi flasher ce QR code. Merci à Ugreen de soutenir ORLM. Allez, on va s'intéresser au premier chapitre de cette émission, à savoir le design, l'écran et la connectique du MacBook Pro M5. Surprise, le premier Mac équipé d'une puce M5 n'est pas un MacBook Air, mais bien un MacBook Pro d'entrée de gamme qui se positionne entre le MacBook Air M4 et le MacBook Pro M4 Pro, Laurent. Oui, tu as raison. Non, mais tu as raison. Et du coup, on a mis une puce M5 qu'on n'attendait pas là, mais bon, c'est une plutôt bonne nouvelle. Donc, la spécificité du MacBook Pro M5, c'est qu'il est disponible. Mais il existe dans une seule version pour l'instant. Ouais. Il est uniquement en 14 pouces, alors que le reste de la gamme qui est en 14 et en 16, bah lui n'évolue pas. Tu vois, j'ai à demeure équipé des puces M4 Pro et M4 Max. Donc ça complique un petit peu la lecture de la gamme, dirons-nous. Ouais, la lisibilité de la gamme n'est pas un truc. Et surtout, il faudrait pas qu'on arrive à ce qu'on a avec l'iPad, où on sait plus, tu vois, selon les demi-générations et tout. Bon, moi je pense que c'est juste une question de temps. Hein.
Ouais. Je pense que Euh, c'est juste une question de logistique. Ça va, dans les semaines à venir, ça va se rétablir, ça. On peut penser, Christophe, étant donné que le MacBook Air, c'est vraiment le MacBook Air M4, vraiment le best-seller en ce moment des ventes chez Apple, hein. Pour valoriser un petit peu le MacBook Pro d'entrée de gamme, qui avait du mal à se vendre, on lui a réservé la puce M5. En gros, je pense, la technique marketing de base d'Apple, hein. Oui, c'est certain. Effectivement, Tim a toujours cette facilité à nous créer des échelles à l'achat des produits. Et clairement, bah, il faut toujours une bonne raison de passer au produit suivant et encore au produit suivant et encore au produit suivant. Et particulièrement quand il s'agit effectivement, comme tu le dis, des produits qui se vendent le mieux. Donc, bien entendu. Après, c'est vrai que juste pour réitérer sur ce que disait Laurent, c'est quand même un petit peu le bazar, même du côté Mac. En fait, il ne faut pas uniquement penser aux iPads, mais le M3 Ultra, le M4 Pro, le M5, etc., etc. Ben, franchement, si tu n'es quand même pas passionné du monde Apple, quand tu te trouves dans un Apple Store et que tu dois faire ton choix, j'espère que tu tombes sur des personnes qui vont bien t'expliquer. Bon, alors, il faut beaucoup d'aspirine. Laurent, tu l'as à côté de toi. N'hésite pas à intervenir, hein, Fred, si tu veux réagir. Pas de changement, en tout cas, au niveau design. Non, C'est le même châssis que le premier MacBook Pro que tu as, que tu utilises exactement. depuis, qui est devant toi. En fait, c'est le même châssis. Alors, ça me fait drôle parce que en préparant Il vient l'émission, de s'éteindre. Regarde, tu peux appuyer sur le petit ouais, bouton. en regardant en le regardant donc tout à l'heure, je me disais, mais en fait, c'est exactement le même. Et j'avais envie de dire, il a 10 ans, alors qu'en fait, non, il n'a que 4 ans. Tu vois, je veux dire, c'est depuis 2021. Mais après, pour moi, c'est le meilleur form factor qu'ils aient jamais créé, hein. Ouais. C'est celui qui est le plus efficace, hein. Plat sur le dessus, Un peu légèrement plus arrondi. épais que le MacBook Air qu'on a vu à l'écran à Oui, l'instant. tout à fait, mais arrondi sur les bords, très agréable en main. Franchement, c'est. Donc, pas si vieux, octobre 2021, donc ça a à peu Non, près 3 ouais, ans. Même boîtier, même encoche. non, L'encoche dans l'écran, moi, me gêne un petit peu, hein. On le voit bien. exactement 4 ans. 4 ans, ouais. Donc tu as dit 3, mais c'est exactement 4. L'encoche, elle est. En plus, là, c'est un écran nano texturé. Ah, c'est super, parce que là, on voit Ouais, vraiment qu'il il n'y n'y a a pas pas de de reflet. reflet. Ouais. Et dans le nano texturé, du coup, tu vois bien le trou de la caméra. Et en fait, tu te dis, mais il n'y a vraiment rien autour, quoi. Mm. Tu vois, pourquoi ils n'ont pas mis un écran un peu plus grand, quoi. On en a souvent parlé, donc on va pas encore en débattre, hein. Ouais, et puis donc 2 déclinaisons, argent ou noir sidéral. Toi, tu privilégies plutôt l'argent pour, Alors, si je peux donner un conseil, c'est ouais. toujours le même. C'est soit vous êtes ultra, mais ultra précautionneux. Méticuleux, Non, mais c'est à vraiment, Christophe de c'est-à-dire, Grave, pour pas le nommer. voilà, Voilà. laisse-moi finir. Soit vous êtes un peu sensible, C'est pour du reprendre style. une expression, Ouais. à la Christophe de Grave. Voilà. Donc, et que vous faites vraiment très très attention, tu vois, comment tu le poses, comment tu l'ouvres. Si maintenant vous l'utilisez vraiment, alors il faut pas prendre cette couleur. Il faut prendre la version, mais vraiment de base, c'est-à-dire qui est la couleur de l'aluminium, parce que c'est la seule manière qu'à chaque fois que tu branches ta prise sur le côté ou sur le rebord, elle soit pas usée. Je vous raconte une anecdote. Oh, yeah. J'étais dans une entreprise où ils ont non pas celui-ci, mais ils ont le MacBook Air Tu en l'as déjà raconté, bleu. mais on Je va le le répète répéter. parce qu'on parle de ce sujet. Et donc en fait, le MacBook Air, la personne avait une bague. Et en fait, le simple fait de porter à la main avec Faut pas sa se marier, bague, il faut pas se il a marier. complètement usé le bord. Et c'est très disgracieux. J'ai eu une pensée pour Christophe de Grave et je me suis dit, son cœur sensible aurait souffert, là. Regarde, il est déjà Je en serais tombé PLS. dans les pommes, c'est Il le cas de le dire. Il serait déjà en PLS. Au niveau connectique, Christophe, toi aussi, tu l'as reçu, ce MacBook Pro M5. Oui, Il n'y a pas d'évolution, mais il y a une vraie différence en revanche par rapport au MacBook Air, hein. bien entendu. Donc, tu as 3 ports Thunderbolt 4. C'est du Thunderbolt 5 sur les versions M4 Pro, évidemment. Les 4 ports Thunderbolt 5, je vais y arriver, donc un supplémentaire, sont réservés aux versions 16 pouces du MacBook Pro M4 Pro. Ouais. Tu as un port HDMI, tu as les lecteurs de cartes SDXC, je vais y arriver aussi, et puis le connecteur MagSafe évidemment qui est aimanté et qui permet l'alimentation électrique comme l'USB-C. Ouais. L'écran également, on le disait, là il est vraiment magnifique, hein, si tu veux le rallumer, Laurent, il est vraiment superbe. À part à l'arrivée de la nanotexture il y a 1 ou 2 ans, il évolue pas non plus, hein. Ça reste un liquide Retina mini LED de 14,2 pouces. Il ne s'agit toujours pas d'avoir un écran. Bon, si le nanotexturé fonctionne plutôt bien, il n'y a toujours pas d'OLED
qui est encore réservé au monde PC, on en reparlera. Ni OLED ni tactile. Ouais, toujours cette encoche, donc on ne comprend pas très bien. Si tu veux peut-être réagir, Fred, on aurait pu penser que de mettre une encoche, Apple serait tenté de mettre le Face ID. Non, c'est toujours un bon vieux bouton de Touch ID. Hein. Oui, oui, et puis ça fait longtemps parce qu'on fait quand même pas mal de temps Face ID. Ils le mettent toujours pas. Alors on sait que c'est coûteux. On sait que le Face ID est coûteux puisque personne l'a fait, notamment dans le monde Android, et personne n'a d'équivalent. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre chaque année de se dire on va avoir Face ID, puis finalement le Touch ID marche relativement bien. Donc je pense qu'on l'aura jamais. Apple n'a jamais sorti de machine hybride, hein, c'est-à-dire de machine avec les deux. Il y a aucun device qui a eu et le Face ID et le Touch ID. Non, mais au-delà Mais de est-ce que ça aurait eu du sens, en fait, Laurent? Non, je dis juste que dans le monde Android, il y a des devices qui ont le pseudo Face ID, hein, qui est une Ouais. aberration. Il vaudrait mieux qu'il n'y en ait pas qu'il existe, mais pour des gens qui connaissent pas la performance de Face ID, ils ont l'impression que ça fait le job. Et puis, ils ont quand même le doigt sur l'écran, au milieu de l'écran ou à l'arrière sur le dos. Tu vois, il y a plein d'Android qui ont je dirais des doubles moyens d'authentification, en plus, bien sûr, du code PIN, hein, comme toujours. Apple n'a jamais sorti aucun device avec la double authentification. Alors, Olivier me dit oui, c'est une question d'épaisseur de l'écran et non pas Je te souffle. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je pense que tu pourrais te dire, on élargit légèrement de, je sais pas, 0,1 mm le capot, quitte à mettre quelque chose dans l'écran, derrière l'écran. Hein. Aujourd'hui, ils Ouais. arrivent à faire des circuits où ils déportent une partie du circuit de l'autre côté. Pas d'écran OLED, on le disait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des PC haut de gamme ont un écran OLED qui offre quand même une rémanence un peu meilleure. On a quand même un écran ProMotion hein, qui permet d'un rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, ça c'est appréciable. Mais c'est vrai que la dalle, la techno la dalle, c'est pas forcément la plus évoluée du moment, même si le calibration est toujours remarquable chez Apple. Je vais y arriver, Christophe. Oui. Outre la puce, bien sûr, M5, M4 sur le MacBook Air, l'écran, c'est la principale différence si on hésite entre un MacBook Pro M5 et un MacBook Air hein, aujourd'hui. Effectivement, bah, comme tu l'as dit, en fait, pas de mini LED sur les écrans des MacBook Air, effectivement. Tu as un ancien écran Liquid Retina en 2560 x 1664 pixels pour la version 13 pouces et 2881 x 1864 pixels pour le 15 pouces. Une résolution inférieure au MacBook Pro M5 qui atteint, lui, de 15,3 pouces, 3024 x 1964 pixels. Ouais, donc Et effectivement, il n'y a pas. il n'y a Ouais. pas de 120 Hz. Non, il n'y a pas de 120 Hz, mais tu vas avoir un 60 Hz, Alors effectivement. toi, tu as fait le choix, Laurent, du MacBook Pro pour la connectique, parce que c'est une vraie élément de différenciation avec le MacBook Air. Oui, mais en fait, il y en a 3 ou 4 sur la version 16. Ouais. Alors que sur le R, tu es réduit à ton plus simple appareil. Quoi. Et sachant que c'est du Thunderbolt 4 sur le MacBook Air, c'est du Thunderbolt 5 sur le R, tu n'as pas de carte SD, lecteur de carte SD, tu n'as pas de sortie HDMI si tu fais des présentations. C'est potentiellement ce qui est le plus gênant, la sortie HDMI, parce que tu te rends compte que les gens, j'ai discuté avec des gens, parce que là j'étais dans une entreprise où ils sont équipés exclusivement en R. Ouais, ça a vraiment un Et- énorme succès. Là, Et le en R. fait, je leur posais la question, ils adorent la machine, hein, ils te disent pas de bruit, hyper légère, tu vois, ouais, c'est quand tu l'as en main, tu fais la différence justement. C'est le MacBook Air, si je dis pas de bêtises, il fait 24 kg, celui que j'ai devant moi, fait 1,24 kg Ouais, en 13 pouces, mais il est plus petit que le 14 Ouais. pouces que tu as à côté de toi. Vas-y, n'hésite pas à rallumer l'écran. Par contre, donc c'est quand même beaucoup, 300 grammes d'écart. tu le sors, surtout ça fait Fred, 20%, hein, c'est presque si- 20%. hein. ouais, c'est ce qui explique sans doute le succès aujourd'hui, outre le prix, parce que c'est vrai que le prix est beaucoup plus agressif, on verra tout à l'heure, qu'il connaît un grand succès en magasin, en entreprise. Par contre, si tu vas du côté de la version 15 pouces du MacBook Air, et donc qui est légèrement plus grande que le 14, du MacBook Pro M5, la différence de poids n'est pas si énorme Non, que ça. 1,55 kg versus 1,51 kg pour le MacBook Air. Tu t'appelles Fred. Bon, d'accord. Non, c'est marrant parce que Mais il a raison.
Non, mais Il a raison. j'ai raison. Et j'en avais un samedi matin entre les mains, celui de mon pote Cyril. Ouais. Et justement, on faisait cette comparaison de se Pas dire. forcément plus lourd, hein, pas forcément Non, plus léger. Hein. non, mais par contre, il est beaucoup plus grand. Moi qui suis habitué à l'écran justement Du 14 du 14. En fait, quand je l'ai pris à la main, il a le même poids. Tu vois, c'était vraiment la même. Mais par contre, l'écran est plus grand. Après, c'est un choix de design, un choix de finesse, j'imagine, Fred. Ouais, c'est un choix de design, mais je pense qu'il pourrait faire un peu mieux. Je trouve qu'Apple pourrait quand même alléger les châssis aluminium. Il pourrait essayer de trouver des technologies pour garder quand même ce côté premium alu. Mais je trouve que ça fait quand même pas mal d'années qu'on a des châssis quand même qui sont relativement lourds par rapport à ce que des concurrents peuvent faire avec des alliages magnésium, etc., qui ont aussi de la robustesse. Mais peut-être que Apple est un petit peu trop prudent sur certaines gammes. Peut-être que le R pourrait être encore plus léger, je trouve, hein. Alors, l'aluminium, on n'a pas parlé de la finesse. 1,13 cm pour le MacBook Air que j'ai là, 1,55 cm pour le MacBook Pro à côté de Laurent. 4 mm d'écart, c'est appréciable, croyez-moi. Mais Christophe, si Apple a choisi un design aussi fin que le MacBook Air, c'est aussi et l'aluminium, c'est pour une question de refroidissement, sachant qu'il n'y a pas de ventilateur sur le MacBook Air, ce qui n'est pas le cas du MacBook Pro. Hein. Oui, effectivement. Donc, du côté du MacBook Air, comme tu le dis, comme tu le stipules, tu ne vas pas avoir de ventilateur. Donc, il ne va pas y avoir en fait de dissipation thermique mécanique. Mais par contre, tu vas en avoir du côté du MacBook Pro, ce qui permet au MacBook Pro évidemment de tenir la charge au niveau processeur, etc., de faire en sorte de refroidir ses composants un petit peu plus longtemps en fait que va le permettre le MacBook Air. Et puis, très honnêtement, en fait, le nouveau MacBook Pro, là, M5, tu l'entends jamais, en fait. Tu entends jamais, en fait, quoi que ce soit se déclencher. Donc, c'est plutôt, et ça a été le cas, en fait, sur les générations M4 également. Donc, c'est plutôt performant et ça fonctionne plutôt bien. Et pour rebondir un peu Oui, sur ce qui était dit, voilà, sur la taille et également sur le poids, je me suis rendu compte la semaine passée, en fait, il y a un client qui m'en a parlé. Donc, en fait, on avait l'opportunité d'avoir 4 MacBook Air 15 pouces à moindre prix, tout simplement parce qu'ils étaient sur le refurb de Apple. Et en fait, mon client a s'est drôlement creusé la tête en fait et a été interroger ses différents collaborateurs parce que passer du 13 au 15, il n'était pas sûr et certain en fait que les gens allaient apprécier parce que c'était un petit peu plus lourd dans le sac, c'était un petit peu plus difficile à. Donc c'est vraiment un sujet quoi. J'aurais jamais cru ça. Ok. Ok. Et puis, Laurent, pour conclure, la principale différence aussi au moment de l'achat entre le MacBook Air M4 et le MacBook Pro M5, c'est que lorsqu'on ouvre la boîte, dans le MacBook Pro, et ça fait beaucoup polémique ces derniers jours, ces dernières semaines, il est dépourvu d'une alimentation électrique. Regarde, il est très fin la boîte, mais du coup, c'est normal, il n'y a pas d'alimentation électrique. Alors, moi, je vais donner mon point de vue. C'est ce que j'ai dit l'autre jour. Moi, j'ai ouvert un tiroir et j'ai plein d'alimes. Ok, plein d'alimes en USB-C. J'ai déjà plein d'alimes en USB-C d'ordi, hein, que j'utilise pas ou peu ou prou. Et peu ou pas du tout. Et pour une raison simple, c'est que tu te rends compte que à la maison, tu le branches sur l'écran, donc du coup, tu n'as pas la prise. Dans le sac, j'ai un chargeur qui est ultra portable. Et en fait, tu te dis, mais c'est peut-être la meilleure des nouvelles que Apple ait fait ça. Parce que tu peux enfin t'acheter. Aujourd'hui, il y a des chargeurs. Enfin, je vais le montrer, hein, mais c'est le tien. Ouais. C'est sans vouloir. Regardez la taille. Ouais, il tient dans ma main. C'est le modèle du Ugreen, notre Ouais, partenaire. et c'est un 65 65 watts. ouais. Et il a 2 ports USB-C et un port USB-A. Aujourd'hui, il y a même plus petit que ça. Et c'est bien moins cher que le modèle Eh oui, d'Apple, je vais vous en parler dans un c'est beaucoup instant. moins cher. Donc, ce que je veux dire, c'est peut-être une des meilleures, c'est une des grandes chances de la part des grandes chances que ce qu'a fait Apple, de ne pas mettre son chargeur qui était gros et lourd et encombrant, et pour que ça permette à des gens d'aller justement prendre un. Voilà, on voit la taille du modèle d'Apple qui est beaucoup plus volumineux hein, et qui est beaucoup plus cher, puisqu'il faut compter à environ 65 € pour le modèle 70 watts, donc l'équivalent du Ugreen qu'on vous a montré à l'instant, qui en vaut 2 fois moins cher. Et si vous voulez le gros modèle 90 watts pour charger plus vite, et pour charger même jusqu'à un MacBook Pro
Voilà, et voilà la jolie batterie. Pour charger par exemple un MacBook Pro 16 pouces, il coûte 85 € ou proposer une charge rapide. Donc c'est très cher. Il n'empêche que, Christophe, Apple a baissé ses prix d'une centaine d'euros et justifie de manière claire cette annonce par rapport à la réglementation européenne. Oui, effectivement, ben, ce que Apple essaye de faire, c'est d'anticiper finalement une réglementation européenne qui, de toute façon, à un moment donné, aurait demandé à Apple de s'aligner par rapport au fait de ne plus fournir ces adaptateurs USB-C pour recharger ces Mac. Et donc, en fait, ben, finalement, moi, je pense que tout le monde y gagne. Ça ouvre la porte aux accessoiristes. Comme notre partenaire de cette soirée par exemple. Et très franchement, moi, je pense que ça avait une vraie bonne idée en fait. J'ai été très heureux d'entendre Laurent dire bah, j'ai ouvert un tiroir et j'en ai plein dans mon tiroir. Franchement, des gens se plaignent par rapport à ça, mais je trouve ça trop cool en fait, trop bien d'avoir le choix de pouvoir choisir l'option ou pas en fait en dehors du Mac en lui-même. Fred, de ton côté, ton sentiment, on n'est pas toujours aussi bien équipé que Laurent et Christophe dans la vie. Alors, on l'est pas, mais je pense qu'on l'est de plus en Contextualise plus. bien. Ouais, on est quand même de plus en plus. Moi, tu vois, j'ai pris le Ugreen en termes de batterie qui fait 20 000, qui balance du 100 watts quand même, donc ça recharge Un MacBook quand Pro. même assez fort. Ouais. Un MacBook Pro. Mais finalement, je m'en sers pour plein d'autres accessoires qui sont en USB-C. Là, pour le coup, c'est vrai que l'USB-C est un fédérateur d'une norme industrielle, mais ça marche surtout et quelque part, ça devient un truc familial qui, quelque part, sert aux enfants, sert quand on est dans la voiture, quand on n'a pas de jus, etc. Donc, je pense qu'il n'y a pas de plus-value d'Apple avec ses chargeurs. Là, j'ai les sorties, je ne l'utilise plus. Vous savez, le gros chargeur voilà, blanc, Ouais. c'est livré avec mon MacBook Pro. C'est lourd, ça n'a pas la forme, il n'y a qu'un port. Finalement, l'écosystème Apple, il gagne. Alors, vous êtes nombreux à nous demander quel chargeur alternatif, parce que au moment d'acheter votre MacBook Pro, vous ne voulez pas forcément utiliser celui d'Apple. On vous a sélectionné différents modèles de notre partenaire Ugreen. Comptez à peu près moins de 35 € seulement pour le Nexode Travel 65 watts. C'est à peu près, voilà, vous l'avez à l'écran. Si vous voulez un modèle un peu plus puissant, 100 watts, pour une charge un peu plus rapide, comptez 55,49 € pour un modèle GAN, c'est-à-dire ultra compact avec 4 ports. Donc on est loin du modèle d'Apple avec un seul port. Et puis vous avez des modèles qui vont même jusqu'à 140 watts, qui vous permet en plus, grâce aux multiples ports USB-C, de charger par exemple en plus de votre Mac, votre iPhone ou votre iPad en parallèle. Donc on trouve bien moins cher et c'est plutôt quali du côté de nos partenaires. Ugreen reste à présent à comparer les performances de ce nouveau MacBook Pro M5 par rapport au MacBook Pro M4 Pro et par rapport au MacBook Air. Est-ce que la puce M5 tient ses promesses? Est-ce qu'elle est vraiment plus puissante? On en parle avec Fred Crassage, excuse-moi Fred, dans un instant. Mais d'abord, place au busomètre. Busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de la planète Apple et du côté du site Mac Forever. Et en l'absence de Didier qui est débordé, c'est Laurent qu'on a le plaisir de retrouver cette semaine. Ça va? J'ai mis les formes? Ouais, vas-y, flattez-moi mon bon Blas, flattez-moi. Bon, alors, busomètre de la semaine. Alors, on commence par une news Google. Qui pique. Alors, moi, je ne crois pas qu'elle pique. Donc, la news, c'est que Apple, ça a fuité, que en fait, Apple va annoncer... devrait annoncer l'utilisation de modèles Google. Donc, en fait, c'est des modèles d'IA Gemini. Ça sera certainement une version Appleisée. Il y a une forte probabilité avec 1200 milliards de paramètres. Donc, ça sera une très, très grosse... Et à la place de quoi? De Siri? Ça sera le modèle d'IA, effectivement, qui sera appelé. Mais certainement, il va y avoir à un moment donné un aiguillage. Donc, on pense que c'est pour Siri. Ça peut être n'importe où ailleurs. Si on lit sa newsletter, ce serait en gros une manière de remplacer Siri purement et simplement. Oui, tout à fait. Ça serait toujours Siri, mais derrière serait le moteur de Google. On appellerait Siri, mais ce qui est derrière appelé comme moteur. Donc il y a deux lectures de l'histoire. Il y a ceux qui disent mais c'est un énorme sentiment d'échec de la part d'Apple. C'est montrer qu'Apple n'a pas réussi à le faire.
d'un autre côté, c'est aussi une façon hyper pragmatique de se dire, tu vois, ouais, ça leur coûte pas très très cher de le Ah faire. si, ça va le coûter cher, ça va coûter 1 milliard, je Ouais, pense mais que j'ai 1 compris. milliard, ils prennent 10 milliards sur la recherche, tu vois ce que je veux dire. De l'autre Ouais, côté, enfin, bon, Google leur 1 donne. milliard tous les ans, hein. Oui, mais t'imagines ce que c'est Apple? Je Non, mais tu vois ce que. je connais à peine cette entreprise, je Donc, tu découvre. vois, non. Et je pense qu'ils achètent du temps. En fait, je pense qu'ils achètent du Je temps. pense Ils que c'est achètent. provisoire. Ouais, moi, je pense qu'ils achètent du temps. Ils achètent de la. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'audits IA là, sur les mois passés dans des entreprises, des grandes entreprises d'usage. Hein. Tu te rends compte qu'en fait, les usages, y compris en entreprise, hein, y compris dans des entreprises technologiques, hein, tu vois, on en est mais au tout début, quoi. J'ai pas trouvé. Quand tu vois les gens qui se classent en haut, j'ai un modèle avec une pyramide. Quand tu vois les gens qui se classent en haut, les usages ils sont très 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 légers. C'est pas normal. Hein. On C'est devrait. étonnant. C'est étonnant, oui. Très très étonnant. Donc je me dis, tout le monde. Ça m'a un peu rassuré sur cette approche. Moi, je pense que c'est une approche pragmatique. De toute façon, certainement, ils n'ont pas le choix. Donc du coup, on verra. Hein. Mark Gurman a bien, depuis 3 semaines, là, tous les dimanches, là, il bombarde. C'est la mitraillette, les annonces. Donc on en a pris une qui est la plus grosse, mais il y en a plein d'autres. Hein. Alors Fred, Christophe, qu'est-ce que vous pensez de ce Made by Google? Est-ce que vous êtes aligné sur le sentiment de Laurent à l'instant? Ben, moi, je suis aligné dans le sens, le constat d'échec, entre guillemets, ben, il est là, hein, de toute façon, voilà, ils n'ont pas réussi à le faire, tout le monde est d'accord. Donc, comment on sort par le haut, hein, c'est souvent l'expression, ben, avec un partenariat, il vaut mieux un bon partenaire qu'un mauvais produit interne, on dit souvent dans l'industrie. Donc, s'il doit faire appel à Gemini, tant mieux. Ils avaient fait ça pour Map, pour d'autres solutions, d'autres applications. Donc, moi, ça me dérange pas, mais il faut vraiment qu'ils acquièrent de l'expérience et qu'ils nous proposent des choses quand même dès 2026. Donc pour toi, je ce suis plutôt serait aligné. provisoire, ce serait une transition, on Ouais. est bien d'accord. Oui. Ouais. Christophe, Ouais, moi je trouve ça une excellente idée. Si j'avais été à leur place, sans doute que c'est ce que j'aurais architecturé, tu vois, de se dire que tu peux utiliser un LLM qui est la propriété de quelqu'un d'autre, un modèle qui est la propriété de quelqu'un d'autre, ben c'est pas déconnant. Tu pourrais utiliser un Mistral demain, tu pourrais utiliser un Gemini aujourd'hui, effectivement, et finalement rendre tout de suite Siri très intéressante, surtout qu'en plus le modèle va être entraîné pour eux, hein, par rapport à ce qu'ils doivent faire. Et finalement, notamment par le rapport à la LLM, confidentialité des données, hein, on ne l'a pas souligné, mais c'est un oui, point important. Hein. oui, c'est ça, mais attention en fait que le LLM, le modèle, ça n'est qu'une toute petite brique dans une infrastructure d'intelligence artificielle. Donc derrière, pour la confidentialité des données, tu vas pouvoir ajouter un LLM qui est spécialisé là-dedans et qui est peut-être pas celui de Gemini. Tu vas pouvoir contrôler le prompt et voir ce qui sort et ce qui rentre. Tu vas pouvoir permettre en fait de venir déposer de la documentation, d'aller voir sur le web, etc. en fait, et de nourrir ta propre entité de Siri. Et ça, c'est pas forcément, tu vois, Google qui va donner toutes ces briques. Donc, moi, je trouve ça vraiment génial. Aujourd'hui, en fait, ça ressemble très fort à ce que tu fais pour un Mac, tu vois. C'est pas parce que tu as un écran LG ou Samsung que pour autant, c'est pas un produit Apple. Eh ben, ici, ce sera pareil. En fait, tu pourras avoir tout simplement un modèle qui appartient à Google, mais tout le reste, en fait, toutes les autres briques, ce sera l'architecture de Apple finalement. On enchaîne avec des rumeurs autour d'un nouveau MacBook low cost. Écoute, en fait, on se rend compte que dans la gamme Apple, il y a pas mal de puces qui sont relativement puissantes et qui pourraient potentiellement motoriser autre chose que un iPhone, pour prendre l'exemple. Donc, en fait, l'idée serait peut-être d'arriver avec une puce d'iPhone dans un MacBook, ce qui pourrait aussi nous permettre enfin d'avoir un MacBook connecté, hein, avec Tu veux dire une avec de la- carte de la 5G? avec en permanence, hein, par exemple, et surtout aux États-Unis où c'est en eSIM, donc du coup, ça veut dire que tu aurais ton MacBook, tu récupères ton MacBook. Ça serait l'année 2026, elle est prévue pour être, on va dire, explosive chez Apple, en dehors de peut-être le départ de Tim Cook, hein, on n'en sait pas encore, mais on sent qu'il y a ça bruisse un peu. Mais par contre, on sait qu'en termes de produits, rappelle-toi, hein, on avait annoncé il y a quelques semaines déjà le fait qu'il y avait une liste de références produits qui avait fuité. Et ça donnait le fait qu'il y avait peut-être jusqu'à 20 à 30 machines qui pourraient sortir.
Alors attention, hein, tu vois, est-ce que c'est des références? Donc du coup, ça veut dire qu'un MacBook 14 et un MacBook 16, c'est deux références. Bien Mais sûr. ça veut dire malgré tout qu'il faut quand même aller les mettre, ces 30 machines. Donc ouais, ça serait peut-être une surprise, une nouvelle machine surprise. Donc une sorte de Mac de retour, de revival du MacBook 12 pouces, souvenez-vous, hein, encore plus fin que le Mm. MacBook Air, équipé d'un seul port USB-C, en espérant qu'il y en aura un peu plus cette En, a- fois-ci. ouais. En avril, ce sont les 50 ans d'Apple, hein. Donc peut-être qu'il y a aussi une volonté d'arriver avec un peu de surprise pour les 50 ans d'Apple. Alors, ça allait être justement ma question d'abord à Fred. Est-ce que effectivement tu confirmes une puce d'iPhone, une puce même d'ancienne génération est suffisamment puissante pour faire un Mac d'entrée de gamme? Donc, on pourrait surtout espérer un Mac à autour des 600-700 dollars, hein, ce qui serait du jamais vu depuis très longtemps chez Apple. Oui, alors déjà, la dernière puce qui équipe les iPhone 17 Pro, elle est pratiquement plus rapide qu'un M1, donc il n'y a pas de souci par Mais elle rapport à coûte un ça. peu cher. Alors, oui, après, on gagne pas beaucoup d'argent. Une puce, c'est quelques dizaines de dollars, donc entre 50 et 70 dollars, vous voyez. Donc ça a un coût important quand même, mais ça serait limité en mémoire, etc. Mais s'il faisait effectivement un Mac plus petit, plus léger, peut-être pas avec l'alu tel qu'on le connaît, c'est-à-dire réinventer, être un petit peu créatif, ça serait génial, parce que je pense qu'il y a une demande. Il faut qu'Apple soit beaucoup plus agressif, notamment sur le marché des PME, des TPE qui sont massivement Windows et qui vont rencontrer, vous savez, le problème d'obsolescence de Windows 10 ou 11. Mhm. Je sais pas où ils en sont. L'autre truc là où ils pourraient vraiment faire fort, mais ils le feront pas malheureusement, et vous le savez, c'est si l'iPhone pouvait devenir un Mac, entre guillemets, un système où on branche en USB sur écran, clavier, Comme un pour avoir Samsung. un petit, voilà, comme un Samsung, mais à part qu'Apple a des moyens beaucoup plus considérables de le faire, et il ne le fait pas, il se l'autorise pas parce qu'il a peur de prendre une partie des 60 milliards consacrés par an, hein, consacrés au Mac et à l'iPad. Mais il se dit, je pourrais perdre peut-être 30 milliards par an si vraiment les gens utilisaient leur iPhone comme un Mac. Mais par contre, il gagnerait combien? Il gagnerait combien? C'est ça qui me dérange un petit peu. On dit souvent il protège la rente, mais je pense que entre ce Mac low cost et potentiellement avec ses puces, un iPhone qui pourrait devenir un ordinateur, voilà, qu'on pourrait connecter, il Hmm. pourrait vraiment renouveler ce qu'on appelle le futur de l'informatique, parce que ça ne sera pas le Vision Pro. Voilà, Hmm. ça ne sera pas le Vision Pro qui sera le futur de l'informatique, ça sera peut-être ce genre de machine très légère, pas chère pour les étudiants. Le MacBook Air est, je trouve, encore un petit peu trop cher pour certaines populations, etc. C'est un petit peu dommage. Christophe, brièvement, pourquoi maintenant, alors qu'on attend, on désespérait de voir Apple être un peu plus agressif sur les prix? Pourquoi maintenant? C'est quoi là, justement là, un moment charnière où beaucoup d'ordinateurs sous Windows vont devenir obsolètes? Pourquoi maintenant? Oui, ben, tout simplement, je pense parce qu'au niveau des processeurs, tu vois, qui sont embarqués dans les iPhones, on en arrive à une puissance telle que ben, aujourd'hui, ça pourrait faire tourner ton macOS et les applications qui sont à l'intérieur. Puis, très certainement que ce serait l'avenir idéal pour le MacBook Air parce que ben, du coup, tu as la finesse du MacBook Air, sa légèreté et en plus de ça, toute la connectivité en fait d'un smartphone Apple, comme on le citait il y a quelques secondes. Et alors, on peut aussi s'interroger sur le fait qu'ils ont présenté le M5 sur du MacBook Pro et pas sur le MacBook Air. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer en fait au niveau du MacBook Air, tu vois? On pourrait rêver et puis se laisser dire que peut-être que demain, en fait, il y aurait un MacBook Air effectivement avec cette puce de smartphone. Hmm. On enchaîne avec des rumeurs autour de l'iPhone Air. L'iPhone Air est un téléphone qui plaît. Il y a des gens qui le trouvent bien, mais il a un reproche majeur qui lui est fait, au-delà de la batterie, hein. Le deuxième reproche qui lui est fait, c'est le seul objectif qui est derrière. Et donc, en fait, dans les cartons, il y aurait en préparation, je vais dire un correctif, hein, mais une amélioration de cette version qui serait l'iPhone Air 2 et qui aurait deux objectifs et qui compenserait donc un grand angle qui permettrait de compenser ce qui manque
à ce téléphone, parce que c'est vrai que tu te rends compte qu'on s'est quand même habitué à avoir des belles photos prises, tu vois, avec nos téléphones, et c'est quelque chose qui était manquant. Tu vois, du coup, ouais, il est ultra léger, mais en même temps, il prend pas des super belles photos. Tu vois, tu n'as pas autant de souplesse que ce que tu as avec un iPhone normal ou un iPhone Pro. Donc en fait, ça sera peut-être la meilleure correction, amélioration qui sera apportée. Et a priori, il y aurait donc une suite à l'iPhone Air, bien que parfois les rumeurs disent le contraire. On parle de Starlink. Ouais, alors tu sais que les téléphones depuis l'iPhone 14 peuvent se connecter au satellite, ok, dans des situations dites d'urgence. Et en fait, Apple a noué d'autres partenariats. Que Globalstar. Que Globalstar, on est vraiment dans un cas d'urgence, tu vois, Tu peux envoyer des SMS maintenant aussi. Oui, oui. Et donc ils ont mais oui, mais du coup ils se sont posé la question, est-ce que de quoi on a besoin pour aller plus loin? Et donc en fait ils sont en train de nouer toute une série de partenariats, dont avec Starlink. Alors c'est marrant parce que tu sais qu'il y a l'entente entre Elon Musk et excusez-moi, Tesla, ouais. Tim Cook n'est pas toujours des meilleurs, mais bon, business is business. Et donc, en fait, il y aurait possiblement, on pourrait voir arriver une connexion au satellite Starlink qui permettrait de donner un accès bien plus élaboré au téléphone. Et du coup, l'annonce de la semaine, ce serait qu'ils iraient encore plus loin et cette fois-ci, on pourrait même se connecter avec son Apple Watch, Apple Watch. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ils étendraient ces capacités de connexion à d'autres terminaux, dont l'Apple Watch. Et on termine par alors, c'est imprononçable. HI2A. Qu'est-ce donc 2A, cher voilà, la meilleure des régions, n'en déplaise à Laurent Portanache. Donc, ça veut dire un trou dans la zone active. Ah. C'est un peu le concept d'Ajaccio, C'est un tu vois. titre. C'est un espèce de trou dans la zone active. Ça va bien. C'est une critique de Bastier, mais vous savez qu'ils sont tellement jaloux de nous, les Ajacciens. Et donc, les Ajacciens sont tellement Vous arrêtez avec prétentieux. vos blagues de Corse là. Va, s'il vous plaît. Donc, Alors, du c'est coup, quoi la m'embête, moi, la Belgique. l'idée, c'est une technique qui permet en fait de découper une partie de l'écran LCD pour faire passer à travers, donc en fait, par Laser. exemple, une optique, hein, et donc ça serait une des façons de réduire la taille de la Dynamic Island Ah, à Touch ID, simple, Face ID. entre autres Face ID, mais pas seulement Face ID, la caméra, tout ce qui va ensemble. Merci beaucoup, Laurent. De Juste rien. un petit mot avec Fred, j'y suis arrivé. On a vu également fleurir des annonces autour de l'arrivée des premiers produits d'Apple, produits aux États-Unis. On pense à un serveur notamment. Ce serait le premier serveur Apple Silicon, je cite, qui serait construit pour Apple Intelligence. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est vrai qu'il y a une communication de Tim Cook officielle, hein, sur Twitter et puis aussi sur le site web qui annonçait que le site de Houston, leur facility, leur usine de Houston allait expédier les premiers serveurs Apple Silicon dédiés à l'IA. Alors, en cherchant un petit peu, j'ai regardé, parce qu'ils ont montré quelques photos du serveur. C'est un serveur 2U, très fin, pour un serveur IA, hein. En principe, c'est du 4, c'est-à-dire la hauteur est plutôt fine. Et Ça on voit chauffe 8 modules. généralement, oui. C'est ça. Ouais, ça chauffe. Et puis souvent, les cartes graphiques, mais c'est souvent du Nvidia, les cartes graphiques sont très grosses et très hautes. Alors Apple n'a pas ces inconvénients-là parce qu'ils maîtrisent quand même s'ils sont moins puissants, ils ont la performance par watt, hein, qu'on connaît avec Apple Silicon. Mais on voit bien les 8 modules, on voit bien les alimentations, les ventilations. Il y a une configuration comme ça qui est montrée en photo. On voit pas la partie réseau, donc on voit pas sur quoi c'est connecté. Bon, sûrement de la fibre à très haut débit. Mais effectivement, moi j'ai cherché. En fait, c'est pas une usine Apple. Apple n'a pas d'usine. C'est une usine Foxconn. C'est la filiale américaine de Foxconn qui produit dans cette usine ces serveurs-là. Je suppose que donc c'est pour le cloud, vous savez qu'on appelle Private Cloud Compute, hein, PCC. Donc c'est le data center qui va héberger les gros modèles, notamment ceux de Google, hein, dont on parlait. Et je suppose que ces serveurs ont commencé à être créés à l'étranger. Assemblés sûrement en Chine ou ailleurs, mais là, c'est vraiment des serveurs pour les data centers américains. Foxconn a investi massivement à Houston, et puis ils vont commencer à livrer leurs serveurs pour Apple Intelligence de 2026. Ouais, il ne faut pas oublier effectivement que pour pouvoir répondre à ChatGPT et pouvoir répondre à Gemini, il faut aussi une infrastructure, Ouais. ce que n'avait pas forcément
Apple. Merci Fred, merci Christophe, merci Laurent. C'est la fin de ce busomètre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau busomètre justement. Allez, retour sur le MacBook Pro M5. Rivalise-t-il avec les versions M4 Pro des MacBook Pro ou est-il un simple MacBook Air bodybuildé? On en parle dans un instant avec Fred. Alors, faut-il choisir un M5 au registre des performances ou plutôt un MacBook Air M4 ou plutôt un MacBook Pro M4 Pro? On va essayer d'y répondre. Mais avant de dévoiler les benches que nous a préparé Didier et Fred, retour sur cette nouvelle génération de puces. Qu'apporte-t-elle de plus par rapport à la puce M4 et que reste-t-il justement aux puces M4? Alors, cette puce, effectivement, comme vous le savez, elle est gravée avec la 3e génération de TSMC en 3 nanomètres. Donc, on reste sur une configuration 10 cœurs CPU, mais avec quand même un gain, vous le verrez, qui est amélioré. Ce qu'on remarque, c'est que c'est une puce qui a été vraiment conçue pour améliorer tout ce qui est IA et GPU, graphisme. Donc, on a une nouvelle génération, effectivement, qui est en grande partie, là vous le voyez sur le slide, elle est due au progrès de TSMC. Vous savez, le 3 nano initial, hein, la génération 1, c'était l'exclusivité d'Apple, mais elle avait des problèmes, c'est qu'elle était coûteuse et elle était complexe. Il fallait vachement de couches pour arriver à faire une puce. L'année dernière, avec le M4, on a vu le N3E arriver, qui est un compromis pragmatique, hein, parce qu'il coûtait beaucoup moins cher à produire. Donc Apple a vraiment migré toutes ses puces dans ce process-là. Mais il avait un gros problème, ce process. C'est que la partie cache, on ne pouvait pas avoir des caches, c'est-à-dire la mémoire qu'il y a dans la puce. Hein, ces mémoires super rapides, il y avait un problème de densité qui faisait qu'en fait, on avait une puce qui était moins chère à produire, mais qui avait une grosse contrainte sur le cache. Et ça, c'est emmerdant, notamment pour l'IA et la partie GPU qui nécessite beaucoup de cache interne pour éviter de faire appel à la RAM, à la mémoire unifiée. Et là, cette année, ce que montre ce tableau, on est à la génération, ce qu'on appelle le N3P, et là, ils ont réglé un petit peu tous les problèmes. Et en gros, tous ceux qui vont utiliser cette génération de gravure, en gros, ils vont pouvoir augmenter le cache. Et c'est ce qu'a fait Apple. Ils ont augmenté de façon assez significative le cache du CPU, les caches des GPU. Et puis, avec une densité qui est maintenant un peu mieux maîtrisée, ils nous proposent effectivement d'émettre de l'IA même dans les GPU. Il n'y avait que les cartes graphiques de mémoire NVIDIA qui arrivaient à avoir des optimisations d'IA dans les cœurs GPU. Et Apple le fait sur sa puce d'iPhone, mais il le fait aussi sur le M5. Et alors là, les performances, que ce soit GPU, Neural Engine, augmentent de façon très significative. Mais ça augmente tellement bien. C'est tellement rapide qu'ils avaient un autre problème, c'était les communications avec la mémoire unifiée. Parce que quand vous avez des CPU qui prennent 15%, les GPU 40%, etc., tout ce monde-là parle avec la mémoire. Et donc, du coup, ils nous ont annoncé aussi, c'est la deuxième augmentation, le M3 était en 100 gigabits par seconde avec la mémoire. L'année dernière, le M4 était à 120. Et là, on frôle les 153, je crois, de mémoire gigabits seconde avec la nouvelle mémoire LPPDR. Et donc, du coup, c'est pour pas qu'il y ait ce goulot d'étranglement. Et ça, c'est plutôt bienvenu. Donc, vraiment, le M5 est une optimisation, pour faire rapide, vraiment de plein de choses, mais vraiment pour l'IA, avec, je pense, quand même des optimisations, on va le voir, mais il y a des optimisations après qui vont se faire par les éditeurs de logiciels et puis même par Apple avec son OS. Donc plein de promesses pour cette nouvelle génération de puces. C'est pas juste une augmentation de la fréquence et juste du cache comme on a pu le vivre dans le passé du temps d'Intel. Donc plein de promesses du côté de cette puce M5. Qu'est-ce que ça la donne? Alors Fred, on commence avec un test sur Geekbench en monocœur et multicœur. Alors, sur Geekbench, on voit là les chiffres du M5. Pour la première fois, on dépasse CPU, hein. en CPU monocœur. Pour la première fois, toutes puces confondues, effectivement, on dépasse les 4231. Donc, ils ont une optimisation quand ça tourne sur un seul cœur qui est vraiment excellente. Du coup, on savait qu'ils allaient frôler les 4000, mais ils les dépassent largement. Donc, effectivement, quelle que soit la puce Apple, qu'elle soit Pro, Max, etc., comme vous le savez, en un seul cœur, puisque c'est les mêmes, on arrive à un score qui est vraiment excellent.
Après, en multicœur, donc là, effectivement, je rappelle que soit le M4, le M5, on est à 10 cœurs CPU. Donc, il y a 4 performances et 6 sont des cœurs économes. On arrive à 17 814, ce qui est un énorme score, hein, c'est quand même excellent. C'est bien sûr moins fort que le M4 Pro, qui lui possède 14 ou 20 cœurs CPU. Mais néanmoins, 17 814, pour vous donner une info, sur le M1 Ultra, on était à peu près à 18 000 en score multicœur. Donc ça veut dire que voilà, en 4-5 années, on a réussi à rejoindre une puce Ultra en multicœur CPU. Combien il Voilà. t'avait Donc coûté ton M1 Ultra à l'époque? En M1 Max, toi, c'est 4 fois le prix ouais, Euh, presque 4 fois le prix d'un MacBook Air aujourd'hui, hein. Ouais, Pas loin. exactement. 4 fois et demi, ouais. De manière générale, on peut dire que la promesse d'Apple est tenue en termes de calcul processeur CPU, avec environ 15% en monocœur et 23% en multicœur. C'est plutôt du jamais vu selon Didier, hein, sur une seule génération. Souvenez-vous qu'à l'époque d'Intel, on gagnait environ 5% par an, ce qui était déjà énorme. Alors forcément, 15%, on peut s'en réjouir, surtout que tu le disais, Fred, la fréquence la vraie vue est restée bloquée à 3 nanomètres. Et c'est des chiffres qui sont confirmés par de la puissance de calcul brut du CPU par les benches sous Cinebench, Fred. Ouais, tout à fait. Alors sur ces bench, l'écart est un petit peu important parce qu'ils n'ont pas la même, comme dirait Didier, ils n'ont pas la même façon de calculer les choses. Mais vous voyez qu'on est à 2420 en monocœur, toujours en monocœur. Donc on est bien sûr au-dessus de toutes les puces, effectivement, bien au-delà de toutes les puces, qu'elles soient M4, M4 Pro, etc., ou même M1 Max. Vous voyez que c'est une optimisation, un design sur ce CPU qui est vraiment performant, ça pour le coup, qui est vraiment très très fort. Après, en multicœur, effectivement, Cinebench, l'écart est un peu moins fort. On est à 14 275. Donc, effectivement, vous voyez que le M4 Pro, quand même, reste une machine. Elle est encore vendue, évidemment, qui est bien supérieure, effectivement, à ce que peut faire un M5. Même si l'appellation marketing n'est pas forcément bien trouvée. Alors, coup à présent de la puissance graphique, à savoir celle du GPU, après le CPU, Apple nous promet cette fois 45% de gains sur les calculs GPU et 30% dans l'affichage des jeux. Qu'est-ce qu'a donné le test sous Geekbench Metal? Alors, Geekbench Metal, effectivement, il teste effectivement l'API bas niveau GPU d'Apple, hein, donc c'est vraiment optimisé et ça travaille bien avec le savoir-faire d'Apple. Donc, on constate que ben, l'optimisation, elle est là clairement. Le M4 était à 5744 et cette année, le M5 dépasse les 7712. Vous voyez, donc il y a vraiment un gap énorme qui correspond à 35%. Alors, effectivement, on est encore une fois pas au niveau des puces comme des M4 Pro ou des M1 Max qui avaient énormément de cœur, évidemment, mais néanmoins, il y a vraiment un gap entre le M4 et le M5, et c'est ce que je vous disais par rapport à toute l'optimisation et le travail qui a été fait sur les GPU. Donc en clair, un vrai gain entre le MacBook Pro M4 et le MacBook Pro M5, environ 35% d'une génération à l'autre, donc la promesse est tenue. Mais le plus intéressant, c'est plus en prod. Didier nous soulignait que lors de ses exports sous Final Cut Pro X, lorsqu'on veut disque, lorsqu'on veut exporter une vidéo par exemple en 4K, il a estimé un encodage et une progression qui était beaucoup plus rapide, de l'ordre de 23%. Tu parlais de calcul IA en préambule de ce chapitre, Fred. Est-ce qu'on a aussi constaté dans les tests, j'y suis arrivé, des progrès en matière de calcul IA? Je rappelle la promesse d'Apple. Apple annonce que la puce M5 offre des performances de calcul GPU de pointe pour l'IA plus de 4 fois supérieures à celles de la puce M4. On a utilisé le test Geekbench AI Neural Engine pour cela. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça reflète, pas besoin de rentrer dans les détails des chiffres, mais est-ce que ça reflète la tendance? Alors, ça reflète pas vraiment la tendance parce que je pense il y a pas mal d'optimisation à faire pour que ça fonctionne. Et je pense qu'il faudra attendre un petit peu de temps. On voit quand même que effectivement entre un M4 et un M5, il y a quand même une progression, hein. Vous le voyez sur le tableau, mais elle correspond pas effectivement à 4 fois ce Non, qui est annoncé on est plus autour par des Apple. 11, 18 et 17% suivant les tests, selon Didier. Ouais, Par contre, Didier, tout, tu as raison, tout dépend de l'optimisation et des modèles d'IA qu'on utilise, puisque lorsqu'il a fait ses tests sous DeepSeek, les gains étaient supérieurs à 50%, donc ça montre que c'est important, ouais. mine de rien. Euh,
Un point où Apple a également insisté lors du lancement, tu parlais du communiqué de presse tout à l'heure du MacBook Pro M5, c'est du côté du SSD. Apple promet également des performances en hausse. Est-ce que on l'a constaté également? Alors là c'est clair, il n'y a pas photo. Effectivement, les chiffres de Didier parlent d'eux-mêmes, hein. On voyait qu'il n'y avait pas vraiment de variation entre le R et le Pro sur le M4, hein. Vous voyez, vous aviez un Pro en M4, finalement, vous étiez autour de 3500 mégasecondes, que ce soit bon, pour l'écriture et la lecture, vous êtes à 3000. Là, cette année, on dépasse les 6000, on tutoie les 6005 et les 6008 en lecture sur la partie M5. Donc vraiment, Apple a fait vraiment l'effort sur ces machines-là. Et pour le coup, effectivement, ça correspond bien à l'usage d'un ordinateur professionnel. Il faut être Alors, cohérent. ça, typiquement, Christophe, si on veut faire beaucoup de vidéos, c'est un point important, mais pas seulement, hein, d'avoir un disque très réactif. Comment expliquer ce regain de perf cette année du SSD, Christophe? Écoute, tout simplement, Apple annonçait passer de 3, 4 à 6, 7 gigaoctets par seconde, en fait, d'une génération à l'autre. Alors, on voit aussi, en fait, qu'il y a un rééquilibrage qui s'est effectué entre l'écriture et la lecture, parce que sur les précédentes itérations, l'écriture était plus rapide que la lecture, ce qui, C'est dans le vrai. domaine de l'informatique, est Bizarre. plutôt rare, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, avec le M5, ben, la lecture en fait, est redevenue plus rapide que l'écriture, ce qui est quelque chose d'un petit peu plus cohérent, je vais dire, par rapport à ce qu'on a vécu dans les décennies précédentes. Donc Apple adopte enfin la norme PCI E5, qui était Oui. déjà pour ces SSD une norme dans le monde PC depuis de quelques années. En revanche, du côté du Wi-Fi, les amis, le MacBook Pro n'adopte toujours pas la dernière génération du standard Wi-Fi 7, Laurent, alors que l'iPhone, presque depuis 2 ans maintenant. Ouais, c'est une question de puce. Ça veut dire que ça voudrait dire qu'ils auraient mis leur puce, tu vois, on en a parlé, hein, la fameuse puce C1 Ouais. qu'ils veulent. Donc, je pense qu'ils sont encore sur des architectures. Tu sais, c'est une grosse boîte, Apple, mais ça demeure, malgré la taille, ça demeure une boîte qui doit faire des choix. Ils n'ont pas 3 machines, hein. Ils ont, dans les téléphones, ils en ont 4 versions, enfin, plus les tailles. Alors justement, regarde Laurent, justement, on a une réaction sur Twitter à propos de la puce Wi-Fi. Ouais, c'est intéressant. Mano dit l'arrivée du MacBook Pro M5 aurait pu être l'occasion d'intégrer un modem cellulaire, surtout après le lancement des puces C1 iPhone 16e et C1X iPhone 17 et iPad Pro. Peut-être qu'Apple réserve cette nouveauté à un futur MacBook d'entrée de gamme équipé d'une puce d'iPhone. Tiens, c'est marrant, il me semble qu'on en a parlé tout à l'heure. Ouais, en tout cas, c'est ce qui explique sans doute l'absence du Wi-Fi 7. Même s'ils auraient pu, Fred, se tourner vers un Qualcomm ou un Broadcom pour l'intégrer, hein, comme c'est maintenant standard dans le monde PC, c'est assez incompréhensible. Ouais, c'est vrai que c'est incompréhensible. Ça fait partie des grands mystères d'Apple. Mm. Alors, tu disais à Et alors, l'instant que, en fait, le mode de facturation de Qualcomm est assez particulière, hein. ouais, c'est assez particulier parce que même si Apple a ses propres puces, il y a quand même beaucoup de brevets. La 5G, c'est massivement Qualcomm, hein, qui a la plupart des brevets sur la partie 5G. Donc Apple, même s'il faisait effectivement un ordinateur avec ses propres puces, il faut savoir que vous payez les licences à Qualcomm en fonction du prix de vente de votre appareil. Donc si votre appareil vaut $600, vous n'aurez pas les mêmes prix à payer, hein. C'est pas fixe, c'est pas $30 fixe, non, c'est en fonction. Donc on a tout intérêt à vendre de la 5G sur des ordinateurs vraiment pas trop chers, plutôt que sur des ordinateurs type MacBook Pro, etc., qui eux ont des prix qui dépassent les 2000 €, vous voyez. D'accord. Allez, on va essayer de répondre à une question toute simple dans ce prochain chapitre. Faut-il choisir un MacBook Pro ou un MacBook Air? Au terme de cette émission, quel modèle choisir? On commence par comparer. On va comparer le rapport qualité-prix-performance, hein, et savoir s'il vaut mieux choisir un MacBook Air, un MacBook Pro M5 ou un MacBook Pro M4. On commence par comparer le MacBook Pro M5 avec le MacBook Pro M4 Pro. Regardez, au niveau des écrans, c'est la même chose. Un écran de 14,2 pouces mini LED, la même techno. Évidemment, la puce change. Une puce M5 sur le M5, M4 Pro sur le M4 Pro. 10 cœurs contre 12-16 cœurs sur la version M4 Pro. Une vraie différence, c'est la capacité mémoire. 16 Go de RAM sur le M5, 24 Go de RAM sur le M4 Pro. Les SSD sont identiques, bien qu'on sait que le M5 c'est une nouvelle génération de PCIe, donc il est assez rapide. Différence au niveau des ports, du Thunderbolt 5 sur le M4 Pro, du Thunderbolt 4 sur le M5. Alors évidemment, le chargeur n'est pas fourni sur le M5. Il l'est fourni
sur le M4 Pro, mais une grosse différence de prix, près de 310 €. Mais il n'y a pas la même capacité de mémoire. Donc, si on rajoute et qu'on prend l'option 24 Go de RAM sur le MacBook Pro M5, qui coûte 250 €, l'écart n'est plus que de 60 €. Quel modèle vous conseillez concrètement, les amis? Christophe, toi qui conseilles des entreprises à la longueur de journée, MacBook Pro M5 ou MacBook Pro M4 Pro? Écoute, ça dépend toujours des cas d'usage, bien entendu, quoi, mais personnellement, je prendrais le M4 Pro parce que effectivement, tu as la mémoire et tu as quand même un processeur en fait qui tient pas mal la route. Maintenant, après, si tu dois faire tourner, tu vois, d'où l'usage. Si tu dois faire tourner des LLM, par exemple, en parlant d'IA, je vais plutôt peut-être aller sur le MacBook Pro M5, tu vois. Alors là, j'ai fait le choix, moi, de rajouter 8 Go supplémentaires pour arriver à 24 Go. Est-ce que tu conseilles justement de Ok. monter la mémoire ou au contraire d'augmenter la taille du disque dur? Parce que c'est le même prix, il faut choisir. Ouais, en fait, globalement, les deux sont importants, donc c'est vraiment un dilemme. C'est un dilemme énorme. C'est vraiment un dilemme énorme. En fait, le truc, en fait, c'est que si tu ajoutes 8 gigas de RAM, à la fin de vie de ta machine, ça va t'ajouter une année complète, tu vois, au Oui, minimum. pour les nouveaux systèmes Euh, d'exploitation, et on a vu que c'était très important pour Apple Intelligence, hein. Tout à fait. Au niveau de la taille du disque, forcément, c'est toujours hyper important. Maintenant, le truc, en fait, c'est que de toute façon, on en parlait avec Fred, tu vois, il faudrait, pour que ce soit sensiblement, pour que ce soit hyper important pour ta machine, il faudrait monter à du 1, du 2, du 3 Tera, tu vois, des surfaces de Sur- stockage beaucoup plus Si importantes tu qui fais te de la permettent de vidéo faire plein de notamment. choses, quoi. Voilà, si tu fais de la vidéo, ça, c'est une certitude. Réaction sur X, mon cher Laurent. Ouais, on a Jacques Hansung qui nous dit: j'ai investi en juillet dans un Mac M4 Max. Ah oui, c'est du lourd. Ouais, 128 Go, 2 Tera, avec l'espoir de pouvoir faire du montage pour longtemps dans un MacBook Pro, entrée de gamme, tu vois, qui ne correspond pas à ce que j'attends de mes Macs, quoi. Si vous êtes un monteur intensif, il est clair qu'il vaut mieux monter en gamme, surtout si vous voulez le garder longtemps. C'est ce que tu soulignais à l'instant, Christophe. D'un autre côté, nous, on monte encore. On refait le Mac avec certaines machines de montage ici à Electronic Production, avec un bon vieux iMac Core i9. Bon, c'est la génération Intel, mais quand même, donc c'est pas aussi rapide que des puces Apple Silicon. Et puis on monte aussi avec des petits Mac mini, ça marche plutôt bien. Tout dépend du type de format, entre une émission d'1 heure ou un simple short sur YouTube. Autre exercice qu'on s'est on a essayé de répondre, est-ce qu'il vaut mieux choisir un MacBook Pro M5 ou un MacBook Air M4? Moi, je pense que c'est vraiment là la question qui se pose. Parce que les différences sont plus importantes. Regardez évidemment la différence de taille d'écran, un 14,2 pouces sur le M5, un 13,6 comme j'ai devant moi ici, puisque c'est un MacBook Air petite taille, ou un 15,2. Une puce M5 d'un côté, une puce M4. 10 cœurs CPU, GPU sur l'un, 10 cœurs, 8 cœurs GPU, 10 cœurs si vous prenez le modèle 15 pouces par exemple. Au niveau de la RAM, c'est la même chose, 16 Go. Au niveau du SSD, par contre, on est en 512 sur le MacBook Pro M5, on est seulement, et ça c'est vraiment dommage, à 256 Go, on les remplit en moins de 5 minutes. Voilà, il n'y a pas si longtemps, il mettait encore du 128 Go, mais aujourd'hui, ça ne vaut plus rien du SSD en 512 quand on fait de la vidéo. 3 ports Thunderbolt 4, 2 ports à l'arrière. Voilà, ça c'est une vraie différenciation. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans le MacBook Pro M5 et dans les MacBook en général, c'est cette connectique qui permet notamment de brancher un écran externe en HDMI ou de pouvoir se brancher un vidéoprojecteur. Le chargeur n'est pas fourni, il est fourni de l'autre côté, mais c'est juste un chargeur de 30 watts. Il y a un écart assez important, 830 € pour le 13 pouces. Là, je pense que le choix, si vous cherchez vraiment une machine compacte, n'hésitez pas à prendre un MacBook Pro M4 13 pouces. 530 € pour le 15 pouces. Donc, c'est quand même plus tenu. Et si vous augmentez la capacité mémoire pour avoir la même capacité mémoire entre le M5 et un 15 pouces M4 du côté du MacBook Air, l'écart passe de 580 à 280 €. Donc, c'est plus tenu. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la meilleure machine qui a le meilleur rapport qualité-prix, ça reste le MacBook Air. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Christophe, peut-être, pour conclure sur ce sujet. Oui. C'est sûr et certain que si ton usage est un usage de bureautique, un peu de multimédia, etc., tu as vu la différence de prix. Il n'y a pas photo, quoi, tu vois. Maintenant, c'est vrai que ton MacBook Air M4, en fait, il va peut-être vivre quand même beaucoup moins longtemps que ton MacBook Pro M5
mais tu as une telle différence de prix que là, ça vaut la peine de se poser la question de prendre le MacBook Air, c'est sûr. Réaction sur X, Laurent. On a Maxoun qui nous dit le MacBook Air 13 pouces reste le meilleur choix, facilement transportable et performant pour travailler confortablement dessus. C'est vraiment un banger, hein, le MacBook Air. C'est-à-dire tu vois, à l'usage, non mais c'est vraiment la machine. Tout léger. Ouais, c'est la machine hyper polyvalente, quoi. Voilà. Moi, je suis en train de trouver mieux. Hein, c'est l'iPad Pro 11 pouces qu'on est en train de vous tester pour l'émission de la semaine prochaine. Mais c'est vrai que c'est un banger, tu as raison. Donc on a Mano qui lui nous dit, en réponse à la question on refait le MacBook Air reste clairement la machine la plus populaire d'Apple. La seule qui, à mon avis, pourrait lui faire de l'ombre, c'est le futur MacBook avec une puce d'iPhone, avec les performances qu'on voit déjà sur ces puces et un prix vraiment agressif, ça serait clairement un must. Condition, encore une fois, que l'écart soit significatif, tu vois. S'ils le vendent 800 €, c'est pas, tu vois, c'est pas ça qui fera la différence. Il y a une différence entre les États-unis et la France. Exactement. Ouais. Allez, on va essayer. Vous êtes très nombreux à nous poser une question. Est-ce que je dois acheter un MacBook Pro M5 tout neuf ou me retourner vers par exemple, une machine comme celle de Laurent qui a un M1 Max, un MacBook Pro M4 M1 Max, souvent moins cher aujourd'hui d'occasion. Et c'est une machine qui vieillit assez bien. On en parle dans ce prochain chapitre pour conclure cette émission. Alors, on vous a comparé cette fois un MacBook Pro M5. On n'a pas pris un M1 Max, on a pris un M2 Max, hein, parce qu'on s'est dit quand même, une machine qui n'a que 3 ans et qui est encore vigoureuse en termes de performance, puisqu'on l'utilise ici au studio. Écran de 14,2 pouces sur les deux modèles, une puce M5, une puce M2 Pro. Il y a plus de cœur hein, sur la M2 Max, pardon, pas une M2 Pro, sur le MacBook Pro d'ancienne génération, 1230. Vous avez quand même la possibilité de l'acheter en 32 Go de RAM. Vous avez pour quasiment 400 € de plus que le MacBook Pro M5, la possibilité d'avoir un SSD de 1 Tera. Vous avez 3 ports en double 4, donc au niveau de la connectique, c'est la même chose. Vous avez un chargeur qui est fourni. Donc il y a une différence de 351 €. Si vous rajoutez le chargeur, allez, on va tomber à 300 €. Moi, j'avoue que si j'étais un petit monteur, que je n'avais pas beaucoup de moyens, je me demande si la solution du reconditionner, à condition qu'on puisse nous garantir, c'est important, Christophe, les bons états de la batterie. Mais ça, c'est facile hein, sur un Mac portable, puisqu'il y a un nombre de sites qui apparaissent. Hein. Non, mais de plus en plus, de toute façon, Apple fonctionne beaucoup avec ces machines en fait recyclées, et il y a de plus en plus en fait de personnes qui font même du leasing, tu vois, de la location mensuelle sur des machines recyclées. Donc ça a toute son importance aujourd'hui dans une économie comme la nôtre. D'autant plus que aujourd'hui, tu as un M1 Pro, en fait, tu sais encore faire plein de choses avec. Et ici, d'autant plus qu'on parle du M2 Max. Hein, donc dans notre petit tableau comparatif, il était indiqué au niveau du processeur M2 Pro, mais c'est bien M2 Max sur ce type-ci, sur ce type d'ordinateur-ci. Tu as 32 Go de RAM, en fait, ce qui va quand même en fait, le porter beaucoup plus loin. 1 Tera de SSD, etc. 1 Tera de SSD. Donc, moi, j'adore vraiment en fait, ces machines, tu vois, Max et Ultra encore plus, bien évidemment, mais qui vont pouvoir tenir dans le temps encore pas mal de temps. Quoi. Ouais, il y a beaucoup évidemment, tu parlais de l'App Store, comment ça s'appelle, le Refab Store de chez Apple, mais ces prix-là, on a été les chercher chez Back Market tout simplement. Ils offrent une garantie de 12 mois. Et j'avoue que si vous êtes un monteur, vous n'avez pas beaucoup de moyens, c'est quand même 2 000 €. Hein, c'est une somme, mais sachez que si vous prenez l'équivalent en M5, un M4 Pro ou un M4 Max, c'est le double ou le triple du prix. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Reste à s'assurer qu'encore une fois, que la batterie est plutôt bien vieillie, et sachant que certains reconditionneurs changent également la batterie. Voilà, on a essayé d'être le plus complet concernant le grand test de ce MacBook Pro M5. On l'a comparé au Air, on l'a comparé au MacBook Pro M4 Pro. Notre chouchou, ça reste quand même le MacBook Air. Ce sera la conclusion de cette émission. On passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Laurent. Écoute, mon coup de cœur, ça a été une petite surprise de la part d'Apple qui nous a sorti qui a changé de nom. Donc ceux qui l'ont pas vu, Apple TV Plus ne s'appelle plus Apple TV Plus, mais Apple TV. Au grand soulagement de Canal+. Certainement, oui, certainement, au grand soulagement de Canal+. C'est Apple, hein. Oui. Mais c'est intéressant parce qu'ils ont fait plusieurs choses. La première chose, c'est qu'ils ont changé le nom. La deuxième, c'est qu'ils ont changé l'icône, donc tout ce qui va autour de ça. Et ils ont changé, tu sais, ce fameux... L'intro, donc le fameux To Doom de Netflix. Ils ont fait le leur. Et il est très beau. Mais
les gens l'ont vu, mais ils ont publié en même temps le making-of, et là, ils nous ont épatés. Parce qu'on est, on est à une époque où tout se fait de façon virtuelle. On demande à l'IA de faire ses logos, même s'il y en a qui galèrent un peu plus que d'autres. Je ne vise personne autour des 4 qui sommes là. Cette mosaïque numérique. Non, mais en fait, ils ont fait un truc génial, c'est qu'ils l'ont fait en analogique, au sens où ils ont pris des plaques de verre et des éclairages, et ils ont fait tourner les objets. Alors, il y a du retraitement a posteriori pour enlever le fond, mais c'est des plaques de verre. C'est juste sublime. Allez voir la vidéo. Et je trouve que dans ce monde qui va très vite, où on est dans le virtuel permanent, de recréer quelque chose avec du réel sur un rendu, c'est le rendu qui va être à tous les débuts. Et il est très, très réussi. Il est très réussi. La petite virgule musicale est très sympa. Mais rendons quand même à César ce qui appartient à César. Filmé avec Non, c'est pas filmé avec l'iPhone, c'est que ils n'ont rien inventé, puisqu'en fait, Canal avait fait déjà ce mouvement, Canal+, ouais. il y a 4 ans, et le logo Canal qui apparaît, vous savez, avec toutes ces lumières et ces effets de violon tout autour, ça a également été tourné en analogique à Paris, à la Cité du Cinéma notamment. Donc c'est... Bon, voilà, c'est bien Apple. Non, mais voilà. c'est Canal l'a fait avant. Non, mais ils sont capables de se louper, de faire une pub où ils compressent des instruments de musique. Oui. Et d'un autre côté, ils sont capables. Non, j'avoue que ils sont capables d'avoir fait quelque chose de très touchant, très simple, et je dis bravo. Donc ça, s'il y en a qui l'ont pas vu, je pense que beaucoup de nos auditeurs sont des passionnés. Mais s'il y en a qui l'ont pas vu, ça vaut le coup d'aller voir le making of, parce que après le rendu, si tu le sais pas, tu as l'impression que c'est juste un logo qui tourne et qui change de couleur. Ouais, c'est ça. C'est presque facile à faire, quoi. Christophe, ton coup de cœur, s'il te plaît. Alors, c'est le moment où je chante parce que ça faisait beaucoup trop longtemps. Tu vois. Aïe, aïe, aïe. Enfin, je chantonne plutôt. Ah. C'est... Shazam, Laurent, tu peux Shazamer? Ça te dit quelque chose? Ça me rappelle quelque chose, Regarde. mais c'est très très lointain. Et comme je suis très ancien, Regarde-moi ça. c'est Robocop, bien sûr, Robocop. mais bien sûr. Robocop. Alors ici que j'ai en PS5 et qui n'est pas une nouveauté parce que ça fait plusieurs mois qu'il est sorti, mais le même jeu est sorti sur macOS, donc Non. vous pouvez l'avoir sur le Mac App Store Non. à 49,99 €. Et vous allez pouvoir vous faire plaisir. Il y a le site qui existe là sur le web qui s'appelle robocop-rockcity.com. Vous pouvez mettre /fr pour directement l'avoir en français. Et c'est un véritable hommage au mythe cyberpunk des années 80. Donc franchement, je le conseille, et d'autant plus sur un Mac, en fait, parce que maintenant, on a de l'Apple Silicon, on va pouvoir se faire plaisir avec des jolies lumières, des jolis rendus 3D, etc., etc., de l'intelligence artificielle à n'en plus finir. Et donc, en fait, allez jouer à Robocop. Et j'ai envie de vous dire merci de votre coopération. Merci Christophe. Serait ton coup de cœur ce soir? Alors moi, c'est une série sur Apple TV, je dis pas le plus, avec Emma Thompson qui s'appelle Down Cemetery Road. Monsieur Abon. Et voilà, elle est vraiment très très bien. Vous la voyez, elle a les cheveux un peu punk. Elle est comment dire, c'est pas une policière, c'est un privé, quoi. Ouais, un détective privé. Un détective privé, merci, je cherchais, mais une détective privée, et elle joue superbement comme d'habitude, et ceux qui ont aimé Slow Horses, dont je fais partie, vont beaucoup aimer ce côté anglais et ce côté encore drôle, et enfin, c'est vraiment, moi je suis au 3e épisode, là j'en ai vu 2, et c'est vraiment une série très très réussie, voilà. La qualité des séries en ce moment sur Apple TV+, Apple TV est assez remarquable. J'ai pas assez de temps en fait pour regarder les séries, mais si vous avez la chance d'avoir plusieurs abonnements, entre ce qui sort, il y a une concurrence en termes de qualité de séries entre Netflix, Disney+, Paramount+, qui a des séries d'enfer en ce moment aussi. HBO. Et HBO Max notamment, c'est compliqué. Il faut presque arrêter de travailler et regarder des séries toute la journée. Mon rêve. Non, je rigole. De mon côté, c'est plus terre à terre, mais c'est de la techno et moi, ça me fait rêver. C'est DJI qui sort, vous savez, le spécialiste des drones, qui a adapté sa technologie de drone à un robot aspirateur. Son nom, le Romo, c'est notamment le cas de l'intégration. C'est un drone qui vole pas. Non, mais regarde, c'est l'intégration d'une caméra et non pas seulement d'un lidar comme les robots concurrents. Là où la plupart des robots sont un peu bêtes, ils utilisent le lidar pour cartographier une pièce, et donc ils ne sont pas capables d'éviter un obstacle qui serait là entre-temps et qui ne serait pas sur la carte. Le modèle de DJI, lui, voit tout simplement grâce à sa caméra et son projecteur LED sur l'avant du robot qui lui permet d'améliorer la vision dans toutes les zones sombres et sous les meubles.
Et moi qui avait déjà un robot auparavant, combien de fois j'ai emmêlé mon câble d'iPhone, mes lacets de chaussures dans la brosse du robot. Là, le robot voit le câble et il évite tout simplement sur le sol pour qu'il ne se bloque pas. C'est juste simple et génial. Alors bien sûr, il aspire, il nettoie, il désinfecte grâce à ces solutions de lavage hébergées dans la station de recharge. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la petite brosse le bras télescopique sur le côté pour déplacer les deux brosses vraiment dans les angles. Et puis, cerise sur le gâteau, ce petit côté geek, et la petite caméra qui permet de regarder, de piloter à distance son iPhone, son drone, et le balader de pièce en pièce et faire peur aux enfants. Indispensable parce que vous pouvez même parler et vous pouvez surveiller vos enfants grâce au robot aspirateur. Je trouve ça génial. Et puis, j'adore tout simplement le design tout en transparence, qui me rappelle beaucoup la période translucide d'Apple à la fin des années 90 avec l'iMac. On ne cache pas la techno. On la montre, c'est ludique et c'est la rassure les utilisateurs. Alors, c'est un petit peu cher. Hein. Ça commence autour des 1 300 €. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout qu'il est super silencieux. Le DJI Romo. Voilà, c'est la fin de ce 567e épisode de Refait. Merci de l'avoir suivi. Merci Laurent. Merci Christophe. Merci Fred. Et merci la régie. Qui a été bien sage ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. On va parler d'iPad Pro.